Je ne pourrais pas rater cette sortie. Bonsoir tout le monde. On écoute la belle mélodie. Hobby Choku. Ne pleurez pas, Afrique, ne pleurez pas. Dansez un peu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. On me demande le volume. Ok, je mets un peu le volume. Voilà. Je crois que c'est bon le volume. Je pense à mes frères du nord-ouest et du sud-ouest qui payent le lit tribut de la libération du Cameroun. Je pense à eux fortement. Oh non, non, non. In advance, conduct yourself. You want to like I'm naive, so. You want to like I'm naive, so. You want to like I'm naive, come so. You want to like I'm naive, come so. You go for now, you come for now. You go for now, you come for now. Angelina, it's Sawale. Angelina, na so you do, na so you do, na so you do. Now she can't tell we wanna be you. Now she can't tell we meet you. Oh Sawale, I'm can't tell we wanna be you. oh Sawale, I know you know na so you do. oh Sawale, Sawale. Oh non, c'est pas je ne danse pas. Oh Afrique, bonne Afrique. Bon, aujourd'hui c'est vendredi soir. On va discuter, on va bavarder. D'ailleurs, pas sommeil là. Hein, parce qu'il n'y a pas de travail là. Pour certains demain en tout cas. C'est que les gens vont travailler chaque jour. Mais demain, je pense que la majorité, c'est le week-end. Le week-end a commencé ce soir. Ok, c'était la belle mélodie de John Minan. Sawale. C'est pas tout le monde. C'est les vieux comme nous qui connaissons ce que c'est. Donc les jeunes là, les nés hier là, vous ne connaissez pas de quoi il s'agit. Voilà, c'était pour moi l'occasion d'honorer aussi, en fait, puisque depuis un certain temps, je pense beaucoup à nos frères dans le Nozo, du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. Voilà. Bonsoir à tous mes voyous. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je sais que depuis hier, il y a plusieurs qui sont embarrassés et qui se demandent qu'est-ce que l'Afrique
a fait pour mériter tout ce que nous essayons de traverser. C'est bien, et c'est bien que ça arrive. Parce que j'estime que la traversée notre traversée, cette génération, ce que nous sommes en train de traverser, en réalité, participe, sont des éléments qui doivent participer à mieux réorganiser les peuples pour la libération complète de notre continent. Et pour cela, il faut des grandes tribulations. Il faut que l'adversité soit forte pour que les Africains, finalement, pensent les stratégies autrement. En tout cas, pour ceux qui ne savaient pas, nous autres, moi, je n'étais pas... pour Ouattara, lorsqu'on connaît l'homme Ouattara, lorsqu'on a fait une étude très poussée sur la personne de Ouattara, on peut comprendre que c'est quelqu'un qui n'a pas d'honneur. C'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Et c'était difficile. La preuve en est que j'étais de ceux, dès le premier jour, il disait que le mandat, lorsqu'il avait même déjà proposé son ministre, le feu Gon Coulibaly, comme candidat, moi je disais aux gens que je ne vois pas Ouattara en train de partir. Je ne le vois pas en train de partir parce que Ouattara est l'émanation, est une sécrétion du mercenariat international à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais il est important d'étudier les cas de ces pays pour comprendre le nôtre au Cameroun. Parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne ces éléments politiques en Côte d'Ivoire, non pas seulement en Côte d'Ivoire, parce que vous aviez l'autre qui attendait la sortie de Ouattara, Alpha Condé, qui lui aussi a décidé de tordre le cou à la Constitution pour se représenter. Vous avez Faure qui l'a fait. Vous avez au Cameroun Paul Biya qui a tordu le cou en 2008 pour sauter le verrou de limitation des mandats, pour continuer. Et rien n'est fait. On nous parle de démocratie. Donc c'est important de comprendre évidemment la politique dans ces contrées-là. Mais ce qui est bizarre, ou bien ce qui est naturel, c'est que nous observons tout, c'est que tous ces gens, tous ces pays, tous ces dirigeants, tous nos pays, nous avons pour maître colonisateur la France. Et nous avons la même reproduction dans nos États. Parce que la France est passée dans nos États. Vous allez voir, avec l'Afrique anglophone, c'est pas pareil. Il y a quand même le jeu de la tenance là-bas. Il y a quand même l'émergence d'un nouveau leadership, une façon autre de voir la politique dans ces pays. Mais quand vous allez dans l'Afrique francophone, où la France est passée, c'est la même reproduction, c'est la même évolution, c'est la même décision politique, c'est le même schéma, c'est la même trajectoire. Et tous, ils sont toujours là. Or, vous aviez donc des naïfs, lorsque Ouattara disait qu'il avait décidé de ne plus se représenter parce qu'il estimait remettre le pouvoir à la jeune génération. Vous aviez des esprits naïfs qui ont cru au dit de Ouattara en se disant que oui, Ouattara a fait un pas. Il a fait un pas et il a décidé de ne pas répéter le spectacle des désolations dans nos pays. Ce spectacle où vous aviez des présidents qui refusent de partir du pouvoir lorsque vous aviez la loi constitutionnelle qui ne leur permet plus de continuer à brider leur mandat. Mais les gens étaient tellement confiants que Ouattara devait rester dans cette posture où il ne devait plus se représenter. Mais dans son schéma, ce que les gens ne savaient pas, Ouattara propose son ministre Gon Coulibaly. Quand vous voyez la personne de Gon Coulibaly, c'est quelqu'un qui n'a pas l'épaisseur d'homme politique. C'est quelqu'un qui n'a pas une certaine aura, qui n'a pas l'épaisseur. Donc même si Gon Coulibaly vivait, c'est Ouattara qui devait gérer ce pays. Mais les informations qui filtrent,
est telle que Ouattara savait, connaissait le dossier médical de ce monsieur. Et il savait que ce monsieur n'avait pas pour longtemps. Maintenant, nous n'avons pas des éléments palpables pour apprécier, mais lorsque vous vous rendez compte que vous avez des gangsters à la tête d'un État, tout est possible pour évacuer celui qui était présenté comme successeur, enfin, de continuer sa mandature. Donc c'est un jeu, il savait qu'il ne devait pas partir. Parce que si Ouattara voulait partir, il devait ouvrir le jeu dans son parti politique, le RHDP, en demandant à ceux qui estiment le remplacer, d'ouvrir le jeu démocratique, qu'une élection se fasse, qu'on essaie de désigner au sein de son parti la personne qui va continuer. Mais c'est lui qui a nommé, qui a proposé celui qui doit le succéder par après. Donc la démarche même est antidémocratique lorsqu'il nous présentait Gom Coulibaly. Mais c'était tracé, il le savait très bien. Et les gens estimaient que vous aviez celui qui est devenu son premier ministre aujourd'hui, qui est Ahmed Bakayoko. Les gens estimaient que bon, pourquoi ne pas donner à Ahmed Bakayoko Non, Ouattara connaît qui est Ahmed Bakayoko. Ouattara sait les ambitions pour ivoiriste qu'a Ahmed Bakayoko. C'est les brigands qu'il a formés. Et il sait très bien qu'Ahmed Bakayoko, en tant que brigand, s'il arrive à avoir les manettes de la République, il peut même éliminer Ouattara, parce que c'est un banditisme au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il savait ce qu'il devait faire. Mais le mal est tellement profond que moi, je vais rire sur nos amis français, politiques français, en fait, les politiciens français, Macron et ses amis, tous là, qui estiment qu'en Afrique, ils sont dans un partenariat où ils veulent voir nos pays émerger, être développés. Et c'est les mêmes qu'ils parlent de la promotion des valeurs de bonne gouvernance dans nos États, qu'il faut un processus de démocratisation de nos institutions, qui nous le répètent chaque jour sur les plateaux de télévision. Mais c'est les mêmes qui se déplacent dans des jets privés. On a vu le Drian se déplacer. Lorsqu'on a annoncé que Gom Coulibaly est mort, le Drian est descendu en Côte d'Ivoire à Abidjan, discuter sur la dévolution du pouvoir qui devait se faire. Donc on donnait les orientations à Ouattara, comment il devait organiser la nouvelle mascarade pour se maintenir au pouvoir. Donc, ce que les peuples, vous ne savez pas, peut-être les Ivoiriens ou bien certains Africains qui sont tellement naïfs, vous vous dites que la politique, elle est tellement, en fait, ce qu'on nous présente, ceux qui nous gèrent, sont tellement dans un angélisme politique, tels qu'ils vont respecter les dires, tels qu'ils vont respecter les règles qu'on s'est opposées, dans le but de nous permettre de gérer tranquillement les populations. Mais la conception de la politique en Afrique, c'est clair, c'est autre. Ici, c'est normal, il faut respecter le principe démocratique des institutions, mais en Afrique, c'est anormal de faire la même reproduction. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous aviez quelqu'un en Afrique qui devient président, la plupart des membres de leur légitimité, c'est ici à Paris qu'ils viennent négocier. Lorsqu'ils ont la légitimité de Paris, que c'est eux qui peuvent avoir les manettes de la République, tout organisé. Donc ces histoires d'élections, on vous l'explique chaque jour, que c'est une escroquerie, un banditisme politique. Ils le savent très bien, il y a toujours contestation des élections dans nos contrées, ils le savent. Mais pourquoi faire ces élections? C'est juste enfumer le monde entier, la communauté internationale. Prouver aux gens que oui, c'est la démocratie qui existe dans nos États. C'est pour ça qu'on passe dans ces élections. Nous avons eu le privilège de rencontrer une députée ici européenne. Dans le cas des revendications pour un état de confiance au Cameroun. Dans cette discussion stratégique, elle nous dit, on discute parce que nous, on voulait comprendre, mais pourquoi est-ce que vous ne bougez pas? Vous continuez toujours à soutenir alors qu'il y a des faits avérés que ce régime qui a signé le régime de Yaoundé, qui ont signé des accords avec vous. Or, dans ces accords, vous avez l'une des conditionnalités qu'il faudrait assurer la bonne gouvernance. Mais comment est-ce que vous voyez, on vous le demande, vous avez vu une élection là-bas qui ne respecte même pas le code électoral.
Les gars piétinent le code électoral pour maintenir un individu à la tête d'un État. On vous dit très bien que pour que l'aide au partenariat puisse être donnée à ces États-là, il faut respecter la conditionnalité de la bonne gouvernance, la promotion de la démocratie. Mais ce n'est pas le cas. Mais vous continuez. Elle nous dit, je ne vais pas citer le nom de cette dame, elle est très impliquée pour la cause camerounaise. Elle dit, écoutez, nous les Européens, la contestation des élections en Afrique, pour nous c'est récurrent et c'est normal. Parce que ces dossiers, nous les avons partout, dans aucune élection véritable, surtout les Africains de la zone francophone. Il n'y a aucune élection là-bas qui n'est pas contestée. On sait ce qui se passe. Mais ça ne nous aimait plus. Et ils ont tellement... Elle nous dit que ceux qui détiennent le pouvoir politique ont organisé une mafia internationale dans le but de taire même les médias, de ne pas parler. C'est l'argent qui circule. Il y a un système de corruption. Donc lorsque vous apportez vos dossiers, vous dites, oui, on m'a volé une élection, ouais, ils vont faire ce qu'il faut faire, peut-être dénoncer, etc. Mais ça va continuer. Ça ne va pas aboutir. Parce que pour eux, c'est devenu normal. En Afrique, il y aura toujours la contestation des élections. Et quand on voit le cas du Cameroun, c'est vrai que le opt-out électoral a démontré, a mis sur la place publique le comportement cynique du régime en place. Mais je tiens à vous rappeler que pour porter, pour internationaliser le combat des Camerounais, il a fallu porter la question des droits des hommes, des droits de l'homme. Et pour internationaliser notre combat, même ceux de la diaspora, il fallait toujours mettre au-dessus les massacres que nous vivons dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour que tous puissent avoir le regard. Parce que finalement, face aux morts, des gens qui succombent, à un moment, rester indifférents face aux morts que nous rencontrons dans nos contrées, et que ceux qui disent qu'ils sont là pour la promotion de la paix décident de rester indifférents face aux meurtres, aux assassinats, à un système de criminalisation de nos populations. Mais c'est quand même contradictoire. Donc c'est pour cela qu'il fallait porter, non seulement réclamer notre victoire des unes, mais il fallait associer à ça la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest pour que le combat soit internationalisé et qu'ils comprennent évidemment ce qui se passe en réalité. Et moi j'aime bien le dire à des amis avec lesquels nous discutons en basonien, je leur dis tout le temps, vous faites un combat exceptionnel depuis 2016, mais ça n'avait pas la même portée après 2018, l'élection de 2018. C'est pour ça que quand, bon, vous essayez de voir certains, hein, pas tous, parce qu'il y a certains Amazoniens qui essaient de voir Kamto comme un opportuniste. Je dis, mais non, ce monsieur, la chance qu'on a eue, c'est qu'il nous a permis, via ses revendications de sa victoire volée, il nous a permis d'internationaliser le combat du Cameroun en prouvant que non seulement les élections au Cameroun sont truquées, mais vous aviez un massacre dont personne ne parle. On continue de tuer les Camerounais. Les institutions veulent fonctionner tout en faisant croire au monde entier que les Camerounais se portent bien. Il y a la paix au Cameroun, alors que c'est faux. C'est pour ça que vous avez vu les multiples pressions. Vous avez des partenaires
qui refusent aujourd'hui de collaborer avec des Camerounais, de collaborer avec l'État du Cameroun, parce qu'ils estiment que l'argent qui sera alloué à l'État du Cameroun ne sera pas un argent qui va permettre de développer les infrastructures, mais tout au contraire, acheter la logistique militaire pour tuer les Camerounais. Donc, c'est les piliers qui sont en train d'être renversés. Or, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut faire entendre notre voix. Il faut parler, il faut crier. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire, ne doit pas être pour nous fataliste. Mais tout au contraire, cette grande tribulation doit faire comprendre aux Africains aujourd'hui que la conception de la politique en Afrique n'est qu'une conception du gantérisme d'État et du banditisme. En réalité, ils se moquent royalement de vos questions de démocratie et d'alternance. Ils s'en fichent pas mal. Leur but, c'est de maintenir à la tête de vos États les personnes qui permettront à ces puissances de spolier vos richesses. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire, ce qui se passe, c'est que Ouattara a engagé des multinationales. Il a engagé des États qui ont payé la facture pour qu'on puisse le maintenir, l'imposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien, on ne va pas refaire le film de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010. Donc pour eux, ils ne pouvaient pas partir. La Côte d'Ivoire a un taux d'endettement aujourd'hui. Il faut rembourser. Mais comment rembourser? Il faut permettre à ces multinationales de spolier toutes les richesses ivoiriennes. Et l'homme qui va leur permettre cela, on ne veut pas un souverainiste, loin de là. Mais on veut quelqu'un qui sera en odeur de sainteté avec la France. Et pour que ce plan puisse marcher, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont arrêté Gbagbo, parce qu'aujourd'hui, Gbagbo ne va pas revenir. Quand on descend, Gbagbo ne va pas revenir. Tout ce qu'ils font là, ils ont tout dessiné. Gbagbo ne va pas revenir. Peut-être après l'élection. Même la demande de passeport, ils vont tourner. Gbagbo ne reviendra pas. Ils vont l'empêcher. C'est après les élections que Ouattara sera rassuré. Ça, je vous le dis, hein, vous allez le confirmer par après. C'est quand l'élection va finir, que Ouattara aura son pouvoir et tout assuré là, que Gbagbo pourra revenir. Mais pour le moment, il est persona non grata. Et il savait que son véritable adversaire politique, c'était le jeune Soro. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait. Oh, c'est aussi l'imbécilité de Soro à un moment. C'est la bêtise de Soro. Parce que Soro est l'homme qui décide, qui prend sur lui d'imposer Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui avait le bras armé. Hein. C'est Soro qui gérait ça, la rébellion. C'est lui qui organisait tout. Soro et Ibeka. Oui, Ibeka, que les Soro ont fait tuer. C'est eux qui organisaient, c'est eux qui ont imposé Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Ouattara a cette réalité de pouvoir, Soro, puisqu'il était ministre de la Défense, lui aussi, il a été Premier ministre, donc il contrôlait véritablement tous les gros rebelles autour. Tous étaient unanimes à la personne de Soro. Donc Soro contrôlait ces gars. Mais à un moment, il y a une dissension, il y a une mésentente qui existe réellement, peut-être qu'il n'était pas très sûr du monde des médias, entre Soro et Ouattara. Et Ouattara, sachant la capacité de nuisance de Soro, et la preuve en est que, lorsque Soro, en 2000, je crois que c'est en 2014, voulait être reconduit, en 2015, voulait être reconduit comme président de l'Assemblée nationale, il a instrumentalisé les militaires. Il y a eu une mutinerie où les militaires, qui avaient fait la guerre depuis, qui ne parlaient pas, qui ne revendiquaient rien, ressurgissent en revendiquant les primes que Ouattara devait leur payer. Et ça avait fragilisé Ouattara à cette époque. Ouattara était obligé donc de se calmer. Non, je parle de Ibeka, c'est pas Ouattara. Ouattara vient de mourir. Il y avait d'abord, il y avait Ibé, pas Ibeka, Ibé. Le gars qu'on a tué, Ibé, c'est celui qu'on tue lorsqu'ils prennent le pouvoir et ils liquident Ibé par après. Parce que Ibé, c'est quelqu'un qui avait, c'est lui, il était un spécialiste de la rébellion. Et c'est même Ibé qui appelle Soro.
C'est Ibé qui forme Soro, parce que Soro, lui, étant jeune étudiant, il fait de Soro le secrétaire, parce que bon, Soro a une certaine prestance, il sait parler devant les médias. Ibé, lui, c'est un guerrier. Mais lui, il a besoin donc de quelqu'un sur le plan intellectuel qui peut reproduire intellectuellement toutes les actions, mieux expliquer ça. Donc c'est pour ça que Soro entre dans cette histoire et il commence à être le médiateur, non pas le médiateur, l'interface. Oui, c'est comme ça, c'est Ibé, voilà, Ibrahim Boubacar, qui donne dans cette aura à Soro, et Soro donc se met devant, mais qui prend ce leadership. Mais Ibé, c'est l'homme militaire, c'est lui qui organisait tout. Mais lorsqu'ils ont le pouvoir, donc, Ibé qui revendiquait beaucoup de choses, nombre de choses, parce que Ibé, lui, par le passé, c'est même lui qui avait imposé guerre à la tête de la Côte d'Ivoire. C'était Ibé qui avait organisé et tout ça, etc. Alors, Ibé, estimant que c'est lui qui a fait vraiment le travail, qui voudrait au niveau du partage que les choses soient faites, mais les Soro n'étaient pas d'accord, ils ont organisé son élimination. Et ça, Soro le sait. Ils le savent tous. En Côte d'Ivoire, on le dit très bien. Et la femme d'Ibé le disait très bien, hein, c'est Soro qui a organisé son élimination. On élimine, on l'écarte. Maintenant, Soro reste, ils évoluent, les Ahmed Bakayoko, les Soro, tout autour de la personne, on donne la primature, il est ministre de la Défense, il contrôle tous les troupes. Mais à un moment, il utilise donc ses miliciens pour plier Ouattara. Et les gars remettent sur la table de discussion les primes, qu'il faut payer les primes de guerre. Parce que dans le deal, il était question que lorsqu'il libère, on chasse Babo à la tête de la Côte d'Ivoire, il était donc question de payer ces gars qui ne sont que des voyous, des bandits, des rebelles, qu'il fallait donc payer ces gars. Voilà donc Soro qui les demande, parce que Soro se sentait bien en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mésentente entre Soro et Ouattara. Parce qu'il y avait des guerres de leadership. Parce que Soro estimait dans leur deal que bon, après le deuxième mandat de Ouattara, il est donc question que lui, il puisse goûter. Voilà le deal qui était établi entre eux. Mais comme ce n'était pas un homme d'honneur, il a dit à Soro, il n'y a pas de souci, qui va le faire pour plus tard. Mais sachant que Soro guettait cette place, parce que lui, Ouattara, son but, c'est de mourir à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que les autres l'expérimentent. Ce n'est pas lui qui ne va pas l'expérimenter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Soro, donc, instrumentalise ces gars parce qu'il a vent qui risque d'être mis en touche par rapport à la présidence, parce qu'il était président de l'Assemblée nationale. Donc, pour le deuxième mandat, donc, on devait le mettre en minorité là-bas. Le RHD avait décidé. Mais qu'est-ce que le gars fait? Il instrumentalise les militaires, qui commencent dans une mutinerie, on menace, Ouattara se sent donc humilié et diminué. Qu'est-ce qu'il fait? Il négocie avec ces gars, on appelle, et Soro n'était pas au pays. Ils sont donc obligés d'inviter, de demander à Soro de revenir. Quand Soro donc revient, Soro demande aux gars de se calmer, on envoie les Ouattao, etc., qui étaient des proches de Soro, on envoie des Ouattao négocier pour calmer les gars. Il dit, il n'y a pas de souci qu'il va payer ses militaires. Il se met donc à payer. Mais dans la même logique, le gars se dit, mais s'il continue à laisser la réalité, parce que vous le savez très bien, dans un pays, celui qui a la réalité de la défense est celui-là qui contrôle tout. S'il n'allait pas les histoires du Cameroun là, Bétia à ce moment n'est rien. C'est juste ministre délégué à la présidence qui est différent. En Côte d'Ivoire, c'est ministre de la Défense. Vous comprenez un peu. Donc, c'est hautement stratégique. Et sachant donc que il fallait nationaliser l'armée ivoirienne. Il fallait que l'armée ivoirienne soit sous le contrôle direct de la présidence. Il fallait donc réorganiser. À cette époque, ils envoient même des émissions au Cameroun pour prendre de l'expérience du BI, pour que le gars commence à organiser autour de lui une milice qui va pouvoir affronter les autres. Alors, voilà donc Soro, qui réussit donc dans cette mutinerie. Il a la réalité du pouvoir. Il fragilise l'État en place. Au lieu d'attaquer directement, de renverser Ouattara et de prendre... Parce que nous sommes en guerre. Ils sont en guerre. Ce sont des bandits entre eux. Au lieu de le fragiliser et de prendre le pouvoir, lui, il fragilise Ouattara pour se maintenir comme président de l'Assemblée. Voilà la chance qu'il donne à Ouattara de se refaire et de se repenser. Lorsqu'on lui donne, les accords sont faits, etc., il redevient président de l'Assemblée nationale sans problème. Mais Ouattara, se sentant blessé, décide donc de réfléchir à une nouvelle stratégie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le ministère de la Défense, il appelle donc un des bandits de la République, qui est Ahmed Bakayoko, parce que je tiens à vous rappeler qu'Ahmed Bakayoko, c'est celui-là qui ne se cache pas de fumer le banga.
avec des enfants dans la rue. Il est dans des faux coups. Et dernièrement, on l'accusait, les États-Unis l'accusaient, le Canada. Il y avait un média canadien qui l'accusait dans des trafics de drogue, etc. sur le plan international. Le monde s'attendait, même les Ivoiriens, que ce gars soit écarté du régime. Mais curieusement, c'est la même personne qui est nommée Premier ministre de la République. C'est pour ça que la famille de Gon Coulibaly estime la nomination de ce gars comme une haute trahison, comme étant un complot contre la personne de Gon Coulibaly. Mais c'est un gang. Ce sont des gangsters. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et Ouattara, donc, sachant que le gars a des éléments pouvoiristes, il y avait une épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête. Parce que les États-Unis mettent la pression sur la Côte d'Ivoire par rapport au trafic transnational organisé par Bakayoko. Donc, il faut le liquider. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger Bakayoko. Pour le protéger, donc, parce que Bakayoko lui-même contrôle la milice, il contrôle tout. C'est lui qui a, vous avez en Côte d'Ivoire, en dehors d'avoir l'armée, soit disant républicaine, la milice de Ouattara, vous aviez les microbes, qui sont une armée informelle, des petits enfants organisés qui ont pour parrain Ahmed Bakayoko. Donc c'est quelqu'un qui connaît ce couleur. Maintenant, pour dans les sales besoins de Ouattara, il va falloir l'utiliser. Donc Ahmed Bakayoko, là, quand on le nomme Premier ministre en Côte d'Ivoire, c'est pour dire à ces détracteurs que vous qui avez pensé qu'on devait me liquider, que Ouattara devait me lâcher aujourd'hui, je suis Premier ministre et ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. Or, Ouattara le fait parce qu'il sait très bien que Bakayoko va donc mettre les plans d'exécution de tous ceux qui vont vouloir s'opposer à la candidature de Ouattara. Voilà donc Soro. Lorsque ce gars, Ouattara, a dans la réalité de pouvoir, qu'il commence à se refaire, Soro doit être nommé président de l'Assemblée nationale. Il se dit qu'il a les moyens de faire plier Ouattara. Mais Ouattara donc se réinvente. Il vient même demander à Paul Biya. Il demande à Paul Biya de lui donner l'expertise, comment contrôler, mettre de la répression bien débarrassée autour de lui. On lui donne donc cette expertise. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence donc à utiliser les poisons russes. C'est-à-dire les poisons russes. C'est quoi les poisons russes? C'est des poisons dont les Russes sont des spécialistes en empoisonnement. Ils n'ont pas besoin d'être en contact avec vous. Ça s'organise simplement. On l'a fait pour le cas du Gabon. Ali Bongo s'est spécialisé pour éliminer son adversaire politique qui était Baobam. Baobam s'est rendu dans un restaurant, on savait que le restaurant qu'il fréquentait le plus. Alors dans ce restaurant, on essaie juste de voir la tenancière ou bien celui qui gère cette histoire. On dit, ok, tu dois mettre un plat. Nous allons mettre juste un peu de lithiol ou bien un peu de poison. Tout. Le jour, il viendra manger, vous le servez dans ça. Et ça te prend, tu développes un cancer, une maladie. Et c'est comme ça que tu meurs 6 mois après. Il n'y a pas de trace. On ne sait pas où ça a commencé. Mais alors que c'est un empoisonnement. Ce qui se passe donc, Ouattara utilise toutes ces manœuvres. On liquide Ouattao. Il y a beaucoup de colonels et de ces gens qui sont morts là-bas. Il y a Soul de Soul. Qu'on a accusé d'avoir gardé l'armement. On a commencé à arrêter toutes les proches de Soro. Il a commencé à liquider toutes les proches de Soro. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il y a des assassinats nocturnes qui étaient organisés en Côte d'Ivoire pour débarrasser tranquillement. Et la réalité donc de la défense, le ministère de la Défense, il a donné la réalité à Ahmed Bakayoko de contrôler, de refaire. Il a donc nommé ces gens un peu partout, repensés avec l'aide de la France, qui forme, qui repense. Voilà comment ils ont mis Soro en minorité. Et Soro donc, qui a marché sur 20 000 morts pour aider Ouattara à être président. Il a une épée de Damoclès. La communauté internationale estime, parce que c'est le banditisme politique, la France, estime que ce gars a du sang dans la main. Il ne peut pas être président de la République là-bas. Mais Soro donc veut refaire son image sur le plan international. C'est-à-dire, se dire qu'il n'était pas engagé. En fait, il était dans une dimension de légitime défense. C'est pour ça qu'ils ont porté les armes. Mais en réalité, ce n'est pas sa démarche et sa vocation. Son but aujourd'hui est de travailler pour que les Ivoiriens se sentent bien. Mais ce discours n'est pas un discours attendu des Français ou bien de ses plus proches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Soro va devoir être une autre réalité. On le met en difficulté au Burkina Faso. On l'accuse d'être en complicité avec les Djendéré au Burkina Faso pour renverser
je parle du colonel Ziad, qui assurait l'intérim à l'époque. On l'accuse d'être dans toutes ces manœuvres-là. Alors, ce qui se passe, seront donc mis en difficulté et de plus en plus, les taux se resserrent sur la personne de Soro. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir. Parce qu'il est sous pression. Il organise donc, il se dit donc, lui il a une vision politique, il remet donc, il démissionne parce qu'il sentait que c'était une coquille vide, étant président de l'Assemblée nationale, parce qu'il était vidé de toute sa substance. Il ne décidait plus de rien. Ouattara avait fait en sorte qu'il soit en minorité là-bas. Le gars s'est dit, il faut que je pense sur mon avenir politique, que je puisse préparer. Mais la donne a changé. Ouattara est celui, sur le plan sous-régional, qui contrôle toute la sous-région, parce que c'est lui qui a organisé un banditisme. Et je tiens à vous rappeler qu'il est en connexion avec les djihadistes, dont les gars qui viennent frapper au Burkina Faso, etc., même en Côte d'Ivoire, là, ce sont les complices de Ouattara. Tous, ils se connaissent. C'est un monsieur qui est engagé dans le mercenariat international, qu'il fonctionne, qui décide, qui positionne les gars. Et ce même mec, c'est lui qui est allé au Mali pour vouloir sauver Ibeka. Vous savez que les Maliens l'ont rejeté, l'ont chassé, qui n'est pas à l'écoute. Et vous avez l'imam Diko, qui lui a dit que Ouattara n'est pas le bienvenu et qui ne doit pas donner des injonctions ici. Parce que Ouattara, dans toutes les propositions, disait aux Maliens que de tout ce que vous allez raconter, Ibeka va être président de la République. Les Maliens ont mal perçu ça. Mais puisque lui, c'est Paris qui lui avait demandé d'aller sauver ce mec, parce que ce sont les gars de Paris. Et parce que le prochain business devait être que lui aussi doit être assuré. Maintenant, Ouattara donc se rassure donc de mettre, parce que Bédié qui existe là-bas, Bédié, sur le plan politique, ne représente rien. Ils estiment que Bédié a fait son temps. Bédié n'a pas l'épaisseur politique. La preuve en est que Bédié, lorsqu'il y avait des réunions, à l'époque, lorsqu'on menaçait Gbagbo, Bédié, lorsqu'il y avait élection présidentielle en 2010 en Côte d'Ivoire, Bédié, pour le second tour, Bédié sortait, il appelait la France directement à l'Élysée. Qu'est-ce que je fais? La France lui donnait des injonctions. Il faut t'allier avec Ouattara. Dès que tu viendras, il te fera une reconnaissance, etc. Donc ils savent que Bédié, c'est du passé. Parce que lui-même, c'est quelqu'un qui doit céder la place. Il est fatigué. Il a été président en Côte d'Ivoire. Mais il insiste toujours. Il n'a aucun projet pour la Côte d'Ivoire. C'est du banditisme. Donc il sait que Bédié ne pèse pas. Il a disloqué le FPI, qui essaie quand même tant bien même de se reconstituer. On a corrompu à Finguessan, qui a créé, en fait, qui est reparti avec un FPI reconstitué, ce qu'on voulait faire pour le cas du Cameroun avec le MRC. Parce que la vision au Cameroun aussi, c'était de casser le MRC avec quelques prébandits qui circulaient autour de Kanto. Chaque jour, qui deviennent aujourd'hui, qui l'insultent chaque jour. Mais il y a certains qui avaient le projet là-bas de disloquer le MRC dans le but de fabriquer un MRC qui sera connecté, adossé sur la politique du RDPC. Mais, quant aux voyants, cela étant prudent donc, est dans une... En tout cas, je ne vais pas entrer dans les détails, sinon je risque de voiler beaucoup de choses. Alors, ce qui se passe, il a donc détruit toute... Il a donc cassé toute la dynamique politique en Côte d'Ivoire. Éliminer tous les potentiels adversaires. Mettre en exil certains. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Lorsque Gon Coulibaly décède, parce que je me rappelle très bien, le 9 juillet, Adama Bitoko, qui est le porte-parole du RHDP, dit très bien dans une émission à France 24 que toutes les possibilités sont mises sur la table aujourd'hui, après le décès de Gon Coulibaly. Je dis à mes amis ivoiriens, ce monsieur sera président de la République. Et le passage de Drian dans ce pays, c'est pour donner caution à ce qui va se passer. Il attend juste les éléments pour le faire. Il y a une instrumentalisation du peuple, une partie du peuple, pas tout le peuple, parce que c'est le business. Et ça, Ouattara a copié ça de Paul Biya. Paul Biya reste tranquillement. Il vous fait croire qu'il est fatigué. C'est comme ça qu'il fonctionne pour le cas du Cameroun, pendant les 38 ans. Tu restes un lendemain, à un an des élections, tu entends, le peuple profond demande appelle le président Paul Biya à se représenter pour les élections. Voilà l'instrumentalisation, une partie du peuple stoppée aux réclamations stomacales. C'est le même discours que Ouattara organise en complicité avec les Adama Bitoko, avec plusieurs cadres du RHDP, qui instrumentalisent une partie du peuple,
qui demande, il lance les pétitions, même en ligne. Nous demandons au président Ouattara, après le décès de Gon Coulibaly, alors qu'ils sont en train de pleurer le Premier ministre, ce n'est pas d'actualité. Mais les élites commencent à instrumentaliser, dire non, le peuple profond appelle à la candidature de Ouattara, parce que c'est lui qui garantit la stabilité politique dans ce pays-là. Nous ne voyons personne d'autre. Voilà le même réflexe dans nos pays. C'est ce que Paul Biya fait. C'est ce que les autres reproduisent. Et la France salue et cautionne. Voilà donc les sempiternels problèmes que nous avions dans nos Afriques. C'est que la conception politique n'est pas la même. N'est pas celle qu'on nous enseigne. Celle qui est une discipline noble. Non. C'est pour eux du banditisme. Et ils sont soutenus. Et ils ont pour caution et onction la France qui est derrière pour encadrer, organiser ce banditisme. Parce qu'ils reçoivent l'argent de ces États pour rester silencieux. Il y a une grande dénonciation contre la personne de Macron au Togo. Vous savez que les Togolais vivent la même situation, comme le cas du Cameroun. Ce monsieur égorge le cours de la Constitution, se maintient au pouvoir, viole les règles démocratiques qui sont imposées, tabasse le peuple. Ils ont envoyé beaucoup, je dis bien beaucoup de milliards à Macron. C'est un activiste togolais qui a dénoncé l'Assemblée nationale française. Qu'une enquête doit s'ouvrir pour que Macron observe un silence sur le banditisme politique qui s'organise au Togo. Mes frères, c'est le même schéma. Voilà ce qui se passe. Donc, Ouattara avait planifié. Il savait très bien. Nous autres, nous sommes désolés. La mort de son ministre a été précipitée. Ces gars n'ont pas la conception du pouvoir comme vous et moi. Ce ne sont plus des humains. Ils ne vous regardent plus comme l'homme peut vous regarder. Ils s'en fichent de ce que vous pouvez penser. Et ils savent comment ça fonctionne. Lorsqu'ils ont une garantie internationale, surtout la France, ils savent que le reste, c'est de massacrer les peuples. Et les médias n'en parleront plus. En tout cas, une eurodéputée nous a dit que les élections, la contestation de vos élections en Afrique ne nous émeut plus. Ce n'est pas un problème pour nous. Parce que chaque jour, nous avons de pile des dossiers. Ce n'est plus un problème pour nous. On sait que c'est normal. Ça ne va pas nous ébranler. Vous dites parler du Cameroun. Écoutez, si vous ne comprenez pas comment ça évolue, surtout que ces pays sont du précaré français, et c'est le même discours. Nous risquerons de rester comme ça là pour des siècles et des siècles. Nous avons le même problème. C'est la même configuration politique. C'est la même démarche élaborée par le Quai d'Orsay. Donc quand on le dit, il y a urgence non seulement de mutualiser les forces, mais de comprendre effectivement quel est le concepteur de ce système. Est-ce que nous allons l'affronter de manière solitariste? D'où il y a urgence de mutualiser les forces. Que les Africains à un moment disent stop à ça. Donc, il y a l'obligation de fermer, de taire nos égos pour la construction d'une dynamique véritable au niveau de la diaspora. Parce que la France est complice de ce qui se passe dans tous nos États. Ce n'est pas fantasmagorique, c'est que nous racontons. C'est une réalité. C'est une réalité. Nous avons un seul ennemi. Monsieur Biya, son régime se maintient parce que la France a décidé de maintenir ce régime.
On laisse le Cameroun pourrir. Or, on sait très bien l'état et les avatars de ce qui se passe au Cameroun. La France donne de l'aide financière au Cameroun pour que le Cameroun subsiste. Non, pas pour le Cameroun, le régime de Biya. À l'ONU, c'est la même France qui défend la position de cette dictature. Et vous ne voulez pas comprendre ça. C'est le même réflexe. Quand j'entends des Africains dire il ne faut pas parler des autres pays, parlons de nos pays, c'est de la bêtise. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. De tous les territoires géographiques que nous avions, nous avons le même problème. La Guinée-Conakry. Est-ce que vous savez qu'en Guinée-Conakry, ce que Yaoundé fait à Kanto, c'est ce qu'on fait en Guinée-Conakry. l'UFGP, le parti de Célène Diallo, opposant charismatique de la Guinée-Conakry. C'est un peu. Dans les dossiers secrets en France, dans le Quai des questions africaines, ils disent que les peuples ne seront jamais présidents de la République en Guinée-Conakry. Vous savez ce que Alpha Condé est en train de faire? Pour passer son troisième mandat, il a utilisé l'exacerbation du tribalisme. Qu'est-ce qu'il dit aux Guinéens? Un peuple au pouvoir, les peuples sont économiquement forts. Ils ont l'argent. Ils sont intellectuels. S'ils prennent le pouvoir politique, ils vont vous tuer. La société est divisée à cause de ces choses. Est-ce que ce n'est pas vrai pour le cas du Cameroun? Est-ce que ce n'est pas vrai pour le cas du Cameroun? Au Cameroun, on a transposé la même stratégie. On dit aux Camerounais quoi? N'acceptez pas qu'un Bamileke soit président. Ils ont le pouvoir économique. S'ils prennent le pouvoir politique, ils vont vous écraser. Et vous dites qu'il ne faut pas parler de ça. Ça ne nous concerne pas. Mes frères, c'est l'histoire qui doit finalement nous renseigner, afin que nous appliquions de véritables stratégies et méthodes pour libérer l'Afrique. Alpha Condé attendait, il a dit dans une chaîne de télé, il venait de saouler parce que c'est un soulard, un buveur, devant les médias français. J'ai suivi. Il dit très bien, ces gars, quand c'est d'autres, vous acceptez tranquillement, hein, qui manipulent qui changent la constitution pour se présenter. Nous avons nos réalités. Pourquoi quand c'est les autres, vous faites de ça trop un débat? Et le gars attendait que Ouattara donne le ton. Quand Ouattara a donné le ton, il a dit ok, comme c'est vrai pour Ouattara, ça doit être vrai pour moi. Et tous, les amis sont à Paris. Tous, ils savent comment ça fonctionne. Alpha Condé, opposant charismatique de son époque, qui a même des amis dans l'UPC, la bonne UPC de l'époque, qui a ses amis. Et ils ont combattu pour l'avènement de la démocratie. Le même est en train de gorger la Constitution pour se maintenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Dont l'Afrique ne doit pas connaître les valeurs de démocratie. Même comme la démocratie, c'est encore un autre débat. Mais s'ils se sont fixés, s'ils se sont décidés
d'aller vers ce paradigme-là, mais respecter les règles de ce paradigme. Quand on vous le dit, mes frères, ce qui se passe, la France, le message que vous devez retenir, la France est en train de brandir son opulence face aux peuples africains. C'est un message au peuple africain. Ce qui se passe dans ces pays, dans tous nos pays. La France est en train de vous dire, nous peuples, que vous allez jacasser, vous allez parler. C'est eux qui décident, en dernier recours, de qui ils veulent maintenir dans nos États. Ils sont en train de nous dire que vous, le peuple, vous n'avez rien à dire, foutez le camp. Braillez, bavardez, vous n'avez rien à faire. Donc c'est un défi que la France envoie au peuple d'Afrique. Dans nos différents pays. La France organise un défi du siècle contre nous. Contre nos aspirations, contre notre volonté. Mais ouais, il dansait, il chante. Je ne me rappelle pas. Même pendant la crise de la Côte d'Ivoire, s'il avait dénoncé comme ça, peut-être il a chanté pour l'apaisement. Je ne me rappelle pas s'il a été critique, peut-être. J'ai vu cette vidéo hier. Mais ouais, est sorti de lui. Mais oui, au nom de sa posture, artiste respecté. Parce qu'il y a des artistes qui aiment se cacher, qui disent, non, moi je fais de la musique, je ne vais pas me mêler. Mais oui, il a compris qu'il s'agit de l'avenir, la survie du peuple ivoirien. Il est un citoyen ivoirien. Il ne peut pas accepter une telle imposture. Il faut qu'il parle. Ça a galvanisé le peuple. Quand nos artistes parlent, comme les Valsero, vous insultez que fumeur de banga. Peut-être qu'il faut qu'on vous enseigne encore sur le banga. Parce que nous-mêmes, on aime ça. Peut-être qu'il faut qu'on vous enseigne sur la vertu du banga. Je préfère le fumeur de banga Valsero, mais qui a objectif, qui sait la lutte qu'il mène. D'autres ne fument pas, ils sont bien. Mais où est-ce qu'ils ont laissé le peuple? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont artistes de la République. Les Richard Bona. Ont décidé de parler. Parce qu'ils sont humains, ils sont camerounais. Charlotte a essayé. Après, elle a même ironisé, elle a nuancé, elle dit, sans rancune. Dès qu'elle a envoyé le message à Paul Biya, doucement, elle a tapé, sans rancune, mais de manière principielle. Elle a exprimé le fond, la notion d'alternance et de démocratie dans un État et de développement. Après, elle a subtilisé, hein? Elle a rendu subtil son discours. Elle dit à Paul Biya, sans rancune. Mais elle a dit, parce qu'elle vous connaît, vous les Camerounais. Les caresses fausses. Les longueurs. Ils font ce travail. Mais,
les One Love, la Baleine Blanche, les MP Manantua, les Kemta, artistes for résistance. Ils sont mouillés. Manantua ne pas plus à l'hôtel, le Continental. Ne pas plus donner ton argent là-bas. La stratégie là n'était pas bonne. Tu aimes le Cameroun. C'est qu'aujourd'hui tu ne vis plus. Non, on te veut vivant. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous êtes conscient du mal que nous traversons? Mais cette tribulation que nous traversons, peuple africain, aussi vrai que la pression est grande, les conditions de résistance doivent se développer en nous. Donc, le schéma que nous sommes en train de voir ne doit pas nous verser dans un fatalisme, mais tout au contraire. La leçon que nous devons retirer, en tirer de ce qui se passe, il y a urgence de repenser notre combat. Et la génération dont nous appartenons, notre génération, nous avons pour mission de libérer nos contrées. Ce n'est pas aux générations futures. Et quant au le leader que vous suivez, que vous écoutez, il le sait très bien. Il dit, je ne peux pas transmettre les combats qui sont nôtres aux générations futures. Nous devons l'achever. Si c'est qu'on doit rencontrer la France sur notre chemin, frère, on doit mourir pour ça. On doit mourir pour ça. Si c'est la France qu'on doit rencontrer sur notre chemin, peuple, après 60 ans, on ne peut plus continuer à nous infantiliser, nous imbéciliser comme ça. Il faut que ça cesse. Et ils savent très bien, le pays africain du précaré francophone qui va réussir à se libérer, ce sera un déclic. Et moi, je crois que le déclic va commencer au Cameroun. Je suis confiant, c'est vrai. Ivoiriens, vous avez donné le temps. Mais comprenez que la sortie de la Côte d'Ivoire est consécutive à un prétexte. Le prétexte était lequel? Ouattara décide de se représenter. Il y a un gars, ce n'est pas Ahmed H qui fait cette publication. Je connais très bien la personne qui fait les publications d'Ahmed H. Frère, je t'en prie, je ne vais pas donner ton nom. Je sais qui tu es. Ce n'est pas Ahmed H qui commande. Il t'a donné les clés de commenter. S'il te plaît, cesse de nous distraire. Je t'en supplie. Le problème est autre. Ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. N'utilise pas. C'est Ahmed qui t'a donné. Et c'est sa pensée que tu véhicules, bien évidemment. C'est lui qui t'a donné les clés. Je sais. Je sais qui est derrière le profil de Ahmed. Mais par respect pour toi, je ne veux pas dénoncer cela. Je ne vais pas dire non. Mais s'il te plaît, il faut comprendre la profondeur des choses avant de se prononcer. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu m'as interpellé hier plusieurs fois. Ce n'est pas peut-être méchamment, mais tu racontes des trucs. J'ai l'impression, et je le dis toujours, vous qui avez une vision superficielle des choses, méfiez-vous. Nous sommes de l'intérieur. On est la proximité. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous disons. Donc, s'il te plaît, il faut te calmer. Je vais continuer. Je voulais juste faire cette précision parce que depuis là, je vois comment tu racontes, etc. N'utilise pas, je sais que c'est toi qui administres, hein, il t'a donné aussi, tu es un administrateur de sa page.
Donc, s'il te plaît, il y a beaucoup de mensonges dans ce que tu racontes. Ton optique, c'est pas bon. Moi, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que face à cette tribulation, il ne faut pas que les peuples africains et le Cameroun nous versons dans un fatalisme. Ça doit nous donner de développer les conditions de résistance pour le cas. Je me suis perdu ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc. Je suis perdu. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Il m'a un peu embrouillé là. J'ai perdu. Je voulais dire un truc de très important et très sérieux. Je ne sais pas si... Excusez. Bon, tu dis que je me détrompe. Ahmed a dit que je me détrompe. Il n'y a pas de souci. Mais je vais t'appeler la personne. Je connais le profil. Je vais t'appeler. Ou bien je vais t'écrire. Je sais. Peut-être toi, tu ne savais pas que je connais qui est derrière. Ok. Donc, ce que je vais dire, c'est que tout le schéma que nous avons dans ce pays, la France veut faire croire aux peuples africains que vous ne pouvez pas décider, vous n'êtes pas encore mature de décider qui maintenir à la tête de vos États. Donc, c'est la même reconduction depuis les années du colonialisme qui continue, mais avec une version revue et corrigée, où on maintient à la tête de nos États les gens qui ne bénéficient pas d'une certaine légitimité. Or, quand j'ai vu, la plupart après l'annonce de Ouattara, de continuer, de briguer le nouveau mandat, le troisième mandat, à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'Africains qui se disent, ok, nous sommes voués à cette malédiction. On ne peut rien faire. C'est ça, c'est comme ça qu'ils subissent, c'est comme ça que ça évolue dans nos contrées. Mais je pense que il y a urgence pour nous de nous organiser. Voilà, je suis revenu, merci. Je cherchais le fil. Je te disons, en fait, que les Ivoiriens sont sortis très courageux. Moi, je crois, je disais ceci, je crois que les Camerounais, parce que le pays, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, ce que nous attendons, et c'est qu'ils ont peur, la France a peur, et même tous ces pays-là, la plupart, ils ont peur que de tous ces pays, si un seul pays, c'est pour ça qu'on allait sauver Ibeka au Mali, ils sauvent entre eux, parce qu'ils ont un syndicat, des bandits là, entre eux, ils s'entendent très bien. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique, dans la zone CEMAC, ils s'entendent très bien. Lorsqu'un de leurs est en difficulté, il faut sauver. On envoie, c'est Paris qui demande, va sauver ton confrère, va aider ton confrère là-bas. Donc c'est tout un banditisme. Et ils ont peur que le pays qui donnera le déclic, qui risque de faire renverser ces dictatures, ça va donner, ce sera l'effet boule de neige pour les autres États. Donc il faut empêcher ça. C'est pour ça qu'au Mali, on bloque. Par tous les moyens. Il ne faut pas renverser Ibeka. Togo, Guinée-Conakry, au Cameroun, Paul Biya, il faut bloquer. Or, le contexte sociopolitique au Cameroun diffère davantage. Les Camerounais ne sont pas encore levés, ils ne se sont même pas encore mobilisés. Ils n'ont encore rien fait. Pas parce qu'ils ont peur. Contrairement à ce que les gens racontent. Les Ivoiriens sont sortis parce qu'il y avait le prétexte. Le prétexte, c'est qu'il y a une déclaration de M. Ouattara qui décide de tordre, qui décide de se représenter
pour un troisième mandat. Et ça a énervé les Ivoiriens, ils sont sortis. Et ils continuent de sortir. Mais pour le cas du Cameroun, ce que vous devez comprendre, c'est que toutes les tentatives que le Cameroun a voulu observer, Maurice Kamto est sorti en prévenant à tous les artisans du gré à gré, ou bien de toute élection, si vous faites ceci, voilà le schéma. C'est pour ça qu'ils reculent. Ils ne reculent pas parce qu'ils ont peur. Bon, non, ils reculent parce qu'ils ont peur, bien évidemment. Parce que le but pour eux, c'est de poser. Mais le problème, c'est que celui qui a la réalité du pouvoir aujourd'hui, qui est Ngongo, il sait très bien que lui, il a besoin de ça. Parce que lui, il est dans une guerre d'usure. Il faut que ça dure, ça pourrisse. Ils vont se refaire, ils vont se réinventer. Mais il faut leur donner le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc épuiser les expressions des oppositions au Cameroun. C'est pour ça que quand vous attendez le discours au niveau de la diaspora, vous avez des gens qui justifient la violence, la brutalité, ou bien porter les armes, parce qu'ils sont dans une impatience. Vous aviez certains qui se découragent aujourd'hui, qui ne veulent plus suivre. D'autres même vous disent, vous parlez déjà trop. Mais je tiens à vous dire, il n'y a aucune bataille, aucune stratégie, ou bien aucune opération, aucune pratique qui ne passe sans la réflexion. Il y a des spécialistes qui affirment que le travail intellectuel est plus épuisant que d'autres travails. Ça, c'est clair, c'est une vérité mathématique. Pour toute opérationnalisation d'action sur le terrain, il faut une réflexion au préalable. Il faut construire la réflexion. Pensée plus réflexion produit action. C'est pour ça que c'est idiot d'insulter ceux qui réfléchissent. Non. Et c'est aussi idiot d'insulter ceux qui pratiquent. Nous sommes dans une complémentarité. Si on est organisé, il y a ceux qui pensent, et il y a ceux qui mettent en exécution ce qu'on a pensé, ce qu'on a réfléchi. Ça, c'est clair. C'est une certitude mathématique. Et pour le cas du Cameroun, ce qui se passe, c'est que, pour le cas du Cameroun, ce qui se passe, c'est que vous avez un leader qui décide donc de sortir, qui menace les artisans du gré à gré, ceux qui veulent organiser des élections. Il leur dit très bien que si vous faites ça, voilà ce qui va se faire, voilà ce qui va se passer. Vu les rapports de renseignement qui remontent, ils savent très bien que le peuple camerounais, pas quasi, dans sa quasi-totalité, la majorité du peuple camerounais, que ce soit même les Sadina, beaucoup veulent en découdre avec le système. Il y a beaucoup, même ceux qui ont la réalité du pouvoir, il y a beaucoup qui estiment qu'il faut que ça change. Mais celui qui a la réalité du pouvoir, qui est un Ngongo président de fait, n'a pas intérêt d'aller vers ces réformes-là. Et il affronte le peuple en face. Parce qu'ils savent très bien que même dans leur camp, ils sont divisés. Donc même ceux qui font allégeance, qui font allégeance autour de Paul Biya là, qui disaient Paul Biya, la plupart estiment qu'il y a un business, il y a une escroquerie politique au sein de la présidence. C'est pour ça qu'on vous a sorti dans des médias ou bien des presses écrites, etc., des formules sur haute instruction, etc., pour narguer la plupart de l'administration. Donc il y a même des gars dans l'administration qui ne croient plus en ces formules, qui savent très bien qu'il y a une grosse mascarade. Que celui qui a la réalité du pouvoir, qui contrôle la République du Cameroun, c'est Ngongo. Et il instrumentalise. Donc les camps se déchirent. Mais lui, puisque c'est lui le président de fait aujourd'hui, parce qu'il a une délégation de signature, c'est une imprudence de sa part
d'aller vers cette réforme alors qu'il a des notes de renseignement qui savent très bien que s'il bouscule, s'il parle de cette... il risque d'être en difficulté et même au sein de son camp, il risque d'être lâché par certains caciques. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut reculer face à la menace de l'opposant charismatique qui est Maurice Kamto. Et du coup, l'opposant n'a plus d'éléments de prétexte de mobiliser les forces sur le terrain. Parce qu'ils ont reculé. Même les élections régionales, ça ne va pas se faire. Je dis très bien, les élections régionales ne vont pas se faire au Cameroun. Tout ce qui effraie le régime en place, c'est une quelconque mobilisation. Parce qu'ils savent très bien, le jour où il y a mobilisation au Cameroun, c'est fini pour eux. Parce qu'ils sont lâchés. Parce que la plupart des pays de l'extérieur, les gens des dossiers savent très bien qu'il y a un banditisme d'État, un gantérisme d'État au niveau du Cameroun. Des gens estiment aujourd'hui que c'est inconcevable de pouvoir maintenir une fossile politique plus de 38 ans qui ne produit aucun effet. Les gens savent qu'au Cameroun, chaque jour qui avance, chaque seconde, chaque minute, nous assistons à un dépérissement de l'État du Cameroun. Les gens savent que les malheurs des Camerounais, chaque jour qui passe, se multiplient. Vous allouez l'argent, vous leur donnez n'importe quoi, même si vous leur donnez tous les milliards de ce monde, ils ne peuvent plus sauver le Cameroun. Le mal est profond, mes frères. Et ça, les États savent. Mais selon le principe de non-ingérence, ils vous observent. Ils attendent juste quoi? Que vous puissiez déclencher. Maintenant, au principe du droit humanitaire, qui leur donne le droit de faire sauter le verrou du principe du non, du droit à la non, de la non-gérance, de pouvoir encourager le peuple camerounais. Même les anglophones attendent la mobilisation du peuple camerounais, des francophones. Ils savent que ça va être la solution ultime pour finalement restaurer la fierté de ce pays. C'est pour ça qu'ils nous insultent chaque jour. Parce qu'ils savent, vous avez le nombre, vous avez tout. Et vous êtes dans des pôles stratégiques de déstabilisation de ces institutions, si vous décidez. Eux, ils sont contenus. Bien peut gérer la guerre là, plusieurs années. Il peut contenir ça. Surtout qu'ils n'ont pas de base arrière. Donc, il peut encercler le nord-ouest et le sud-ouest pendant plusieurs années. Donc, ils ont besoin du secours des francophones. C'est pour ça que nous autres, même si le prétexte n'existe pas, même si le prétexte n'existe pas, je vais chuter par là. Vous dites, non, aucun État. Nous avons des amis qui sont solidaires à la lutte des peuples. Même s'il y a des États bandits, mais il y a des États qui ne peuvent pas rester indifférents face aux cris d'un peuple qui demande à être libéré. Je ne vais pas refaire la géopolitique. Il y a des éléments géopolitiques, géostratégiques, qui imposent certains États de dire à la France de stopper ce qui se passe au Cameroun. Mais ils ne peuvent pas. Pas le principe du droit de non-ingérence. Ils doivent observer. Mais qu'est-ce qui leur donne le droit d'ingérence? C'est le droit humanitaire. Mais pour le cas présent, la question aux anglophones ne peut pas porter parce que c'est contenu. C'est une guerre enclavée. On refuse. Quand tu es une ONG,
Quand on sent que tu es une ONG, même si tu es neutre, impartial, quand tu as encore de l'option, on n'accepte pas. Vous ne descendez pas, même les médias. C'est fermé. Vous ne descendez pas dans cette guerre. Ils ont barricadé toutes les routes. C'est une guerre sous enclos. On tue nos frères. Vous ne pouvez pas savoir. C'est parce que les médias ne sont pas sur le terrain pour parler. Pour vous expliquer chaque jour. Mais nos frères meurent décapités. Et tout le lobbying qu'ils essayent de faire, ça ne porte véritablement pas. Parce que les gens estiment qu'il n'y a pas d'autres éléments. Les peu d'éléments qu'on avait, Gabou, etc., bien mis de l'argent. La France a pesé de tout son poids pour empêcher que l'ONU en discute, que l'ONU en débatte. Ils ont mis de l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Même si on n'a pas de prétexte. Parce qu'il ne faut pas. Est-ce que la force n'a pas besoin de ça? Mais les indices sur le terrain qui nous reviennent sont tels que la quasi-totalité du peuple camerounais veulent en découdre avec ce régime. Mais une vraie révolution sur le terrain a besoin d'un noyau dur pour le réfléchir. Mais ce noyau dur aujourd'hui repose sur la question de Kanto. Quand vous aviez vu la vidéo, peut-être vous pouvez lire, nous, on a les signes, les faits. C'est notre rôle. Tous les éléments ne négligent pas. Vous aviez vu la vidéo de ce jeune homme avec un enfant qui criait « Kanto, aide-nous ». Non, il ne demande pas à Kanto d'être le Messie ou bien de venir ou bien... Non. C'est qu'il est en train de dire directement « Kanto, nous sommes à bout. Donne juste le décret, on sort. » Mais on a des éléments. Nous avons des prétextes. Au nom de la cessation de la guerre dans le Nozo, est-ce que les Camerounais ne peuvent pas se mobiliser et sortir? Il faut comprendre ça. La libération de nos prisonniers. Qu'est-ce que Mamadou fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Les Nanabangos, tout le reste. C'est un baragouin juridique. Aucun élément juridique ne justifie la détention de ces gars. On a piétiné. Nos droits fondamentaux. Pardon. Donc, 3 ans de guerre, les gens meurent, rien n'est fait, aucune cessation, le gouvernement continue. Ça doit être la raison de mobiliser les Camerounais, de dire à partir de cet instant, nous francophones, parce que nous ne devons pas accepter. Cette guerre est une guerre de Pobia contre nos frères. Mais notre silence est une complicité, est une démonstration de notre acceptation de cette guerre pour tuer nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Dans un moment, nous avons donc l'obligation de dire, et c'est une revendication juste, de sortir, de dire, c'est terminé, le nord-ouest et le sud-ouest. On n'a plus besoin de prétexte. Parce que ce prétexte-là, ils n'en donneront jamais. Ils le savent très bien. Voilà l'orientation. Nous ne donnons pas des injonctions. C'est la lecture. Nous sommes arrivés à une heure. Écoutez, les Camerounais vivent mal, se portent mal, se sentent mal dans leur chair. Quand ils sortiront, beaucoup là, même s'ils ne comprennent même pas nos eaux, mais la majorité sortiront parce que le pays va mal. Ce soir, je causais encore avec un ami au pays là-bas.
Il me dit, Stéphane, le mal est profond dans ce pays. Je dis, ah bon? Il fait dans la musique. J'étais surpris. Il est chanteur. Bien, bien. Et c'est le gars. Il est même de la tribu. Dans une tribu qui peut tranquillement dire que non, on ne veut pas vos choses là. Laissez là-bas. Parce que les gens estiment que le combat, c'est le combat des Bamlékés. Mais le gars m'a dit que ça va mal. J'ai dit, hey, parce que moi, mes amis, hein, à moi, la plupart, bon, certains ne sont pas politiques. J'aime même pas discuter de ces questions avec eux. J'évite beaucoup. Je préfère garder nos relations. Ces questions-là. Mais c'est lui qui soulève. J'ai dit, tu es sérieux? Ça va. Mais moi, je sais que vous vivez. Mon direct est menacé. Hein. Envoyez des cœurs. Je vais arrêter bientôt. Je vous jure. Le gars me dit, ça va mal, Stéphane. Je dis, ah bon? Donc tu es conscient que ça va mal? Il me dit, frère, ils ont détruit ce pays. J'ai dit, mais moi-même, je veux rentrer. Il me dit, ne viens plus. Ne viens plus, c'est n'importe quoi. Je dis, ah, c'est n'importe quoi le pays. Moi, je croyais que vous viviez. Il dit, frère, ce pays, ils ont détruit. On ne peut rien. C'est des gens qui ne vous parlaient pas de politique hier, qui ne savent pas. Mais il est conscient que ça va mal. Quand tous, ils ont ce désir, qu'ils aiment ou ils n'aiment pas, qu'ils aiment Kamto ou bien qu'ils ne l'aiment pas, le jour il donne le déclic, tous vont se mettre dehors parce qu'ils estiment que ça joue dans leur quotidien. Ils vivent mal. Donc à un moment, pour cesser ça, pour arrêter, puisque les gars reculent par rapport à tout ce qu'ils veulent faire, quand ils disent qu'ils veulent faire l'élection, ou bien ils veulent faire leur histoire de grille, ou bien changer la constitution, etc., on envoie des menaces, les gars reculent. Les notes de renseignement leur disent, ils ont des notes de renseignement, que non, si vous attendez, ça va être un précipice pour vous. Ce gars risque de mobiliser la population contre vous. Et vous savez que toute mobilisation est tuée dans l'embryon au Cameroun. Ils empêchent, ils ne veulent pas. Mais les gars sont en train de réfléchir. C'est pour ça que je vous ai dit, calmez-vous. Le leader, celui en qui vous croyez, son silence n'est pas une lâcheté ou bien une faiblesse. Le gars travaille, même sur les stratégies. Mais bientôt, ils devront nous affronter. C'est une réalité. Et je suis de ceux qui pensent et qui croient que le Cameroun va donner le temps pour les autres pays. Mais maintenant, en ce qui nous concerne, nous de la diaspora, faisons le travail. Brisons la forteresse France-Afrique. Mutualisons nos forces. Mutualisons nos forces. Et tous pour Paris. Beaucoup, j'ai vu, beaucoup penser à ce projet. Je me réjouis. Parce que la multitude des Africains, la multitude, depuis hier, ceux avec qui je discute, j'ai même certains responsables en Côte d'Ivoire, les partis politiques, même ici en France là-bas, on a discuté avec certains, beaucoup, tous sont unanimes. Même la Guinée, hein, Conakry, j'ai discuté avec certains, j'étais en réunion avec certains aujourd'hui, tous sont unanimes qu'il faut une mutualisation des forces. Et ça se prépare. Je suis de ceux qui pensent que la forteresse France-Afrique, on ne doit plus aller en rang dispersé, de manière solitariste. La diaspora comme un salon. Cette mobilisation, il faut qu'on discute ça, on organise. Il ne s'agit pas d'une visibilité. Il ne s'agit pas d'une visibilité. Ou bien vous dites, pardon, moi je connais les Camerounais. Maintenant chacun va dire, c'est moi qui ai pensé le connaître. Non, pardon, c'est pour le bien de l'Afrique, mes frères. Taisons nos égos, travaillons pour une fois. Parce que la France profite de nos contradictions et de nos divisions pour pouvoir se maintenir. Donc à un moment, fermons-la. Fermons-la et travaillons. Il ne s'agit pas de qui a pensé, qui a projet, machin, truc. Non. Ce n'est pas ça le but. Oh là, excusez-moi. Hein. Ma caméra dérange. Ah ça, ma caméra dérange. Hein. Excusez-moi, je suis en train de...
pense qu'il va arrêter mon direct. Hein. Ma caméra dérange. Oh là là, attendez. Je pense que je vais faire partie du truc. Attendez. Ok, c'est bon. Ouais, je pense que ma caméra est en train de déranger. Je suis désolé. Hein. Donc, il y a donc urgence de mutualiser nos forces, d'être ensemble, tout le peuple ivoirien, Camerounais, la Guinée, Conakry, Togo, tous les Africains. Nous devons renverser la forteresse. Nous devons renverser cette forteresse de France-Afrique. Ah, ça, j'ai des soucis, hein. Il faut. Non, c'est bon maintenant. Donc, nous avons besoin. Il faut qu'on conjuguons les forces. Établissons. Le reste va se faire. Donc, pour le cas du Cameroun. Et hier, je vous disais un truc. Peut-être vous n'aviez pas su. Vous ne comprenez pas. Il y a un travail de fourmi qui est fait sur le terrain. Je vous ai dit pour ceux qui regardent profondément les choses, vous allez comprendre. Et je suis fier parce que ce travail a concrétisé. Hier, j'ai causé avec quelqu'un. Non, je ne cause pas moi avec le président. Je ne suis pas moi bluffeur. Je ne cause pas moi avec le président de parti. Non, non. J'ai causé avec quelqu'un qui est pour moi un très grand stratège. Il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Ce n'est pas un président. Il n'est pas connu. Et la fierté de ce mec, il me dit, Stéphane, ce que je t'avais dit, ce que je pensais, est en train de se concrétiser. Je suis content. Il me dit, je suis content parce que ça se concrétise. Nous l'avons vous expliqué un jour, forcément. Parce que la stratégie, par essence, elle est secrète. Mais je suis fier parce que les gars abattent un travail extraordinaire. Donc, je suis conscient que le peuple va se mobiliser. Donc, calmez-vous. Les Ivoiriens sortent, c'est pas grave. N'en voulez pas au peuple camerounais. Restez tranquille. Le peuple est prêt. Le peuple est prêt. Mais c'est que l'homme qui détient ses organes, l'homme qui maîtrise les enjeux, il sait très bien l'heure, le temps où le déclic doit sonner. Mais il y a un travail préalable qu'il fallait abattre. Et je suis content de ce travail. Donc calmez-vous. Les choses vont avancer. Et je pense que le Cameroun va donner le temps. Ce que nous vivons dans nos États, dans tous nos États, ne sont que l'ombre des choses qui arriveront pour le bonheur des Africains. Il faut des moments de grande tribulation pour que finalement les conditions de résistance prennent une autre forme, tant sur le plan international que sur le plan territorial. Et je suis fier. Ce que Ouattara a fait hier, peut-être qu'il peut se réjouir, mais ça a donné un déclic, l'envie à tous les peuples d'Afrique de mutualiser leurs forces. Pourquoi hier on ne parlait pas de ça? Peut-être ce discours évoluait, mais la majorité des Africains, quand je les écoute, d'autres nationalités, ils te disent l'urgence, mutualisons nos forces. Donc c'est ce que Ouattara est en train de faire. Il croit que c'est une fatalité pour nous autres. Non. Ça participe à redynamiser les forces du changement qui comprennent finalement il y a donc urgence de repenser. Et c'est ce qui se passe. Ce jour, certains leaders ivoiriens, peut-être qu'ils ne s'entendaient pas sur le plan de la méthode, mais qui ont le seul idéal, ont décidé de travailler ensemble. C'est ça qui doit commencer. C'est ça qui doit commencer. Donc, peuple, calmez-vous. Le combat va arriver. Ça doit nous démontrer que on ne peut pas mener ce combat sans toutefois dénoncer la France. Il ne faut jamais cajoler la France. La France ne sera jamais l'ami
des Africains. Et il ne le sera jamais. Ne tombez pas dans le discours narquois et malhonnête de la France. Jamais. Parce qu'elle est dans son rôle. Elle ne pourra jamais changer sa méthode. Elle ne pourra jamais. Oh là, j'ai encore changé. Je vais arrêter le direct. Ça me dérange. Oh là là. Donc ne soyons pas naïfs, mes frères. Ça ne va jamais changer. Ne soyons pas naïfs. Oh là, c'est quoi ça? Toi, tu viens me faire quoi comme ça? Toi aussi? Heureusement que... Hey. Toi là, tu es pas sérieux, hein? Caméra, qu'est-ce que tu me fais comme ça? S'il y avait des choses compliquées ici là, c'est que mes Facebook allaient vibrer ce soir. Parce qu'il y a des gars qui gagnent les directs comme ça, ils regardent les détails. On regarde les moindres gestes. Il y a des gens là parmi nous qui ne regardent pas seulement le direct. Hein. Ils analysent tout. Ils regardent tout. Si on voit quelque chose de bizarre là, on définit déjà ta personnalité. Heureusement que nous, on ne se cache pas. En tout cas, nous sommes des voyous. Il y a des gars là, Facebook. Allah. C'est pour ça que je comprends certains frères, quand ils font les directs, ils sont obligés de bien se rassurer qu'ils sont dans des coins bien serrés, cachés. Rien ne filtre. Parce que si on attrape, ils sont cuits, ils sont moins guerre. C'est le combat. Ils utilisent tout. Nous-mêmes, on utilise tout, non, pour attaquer. Donc, si quelqu'un aussi attrape ta part, tu es cuit. C'est pour ça qu'il faut toujours te rassurer. Il faut être prêt partout. C'est clair. Il faut être prêt. Il faut être prêt partout. Non, mon téléphone dérange. Il faut que j'arrête, je vous assure. Ça me dérange. En fait, on m'envoie des trucs. Ça me dérange franchement. Ah, heureusement. Les gars, non. Si tu as des choses un peu compliquées là, les gars sont obligés de faire des directs dans des trucs parce qu'ils ont peur. Que si on attend, ça ne blague pas à Facebook, c'est aussi ça. C'est pour ça que quand tu fais des trucs comme nous, il faut être sûr de toi, partout. Tu ne dis pas une chose. Tu ne peux pas dire des choses et tu vis d'autres choses ailleurs. Non, il faut être propre. Je suis seul. Et je ne commande pas, je suis quelqu'un pour dormir. C'est ça. Ça me dérange. Je vais arrêter mes frères. Ça me dérange. Ça me dérange vraiment. Donc on va continuer. En tout cas, cette phase, nous sommes dans la phase de la sensibilisation. Donc ne vous dérangez pas. Nous sommes dans la phase de la sensibilisation. Donc on va continuer. Il y a des éléments, nous allons vous fournir des éléments. Donc ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Donc frère, donc la situation dans d'autres États africains doivent nous renseigner sur le cas de notre pays. Parce que nous avons pour dominateur commun le colon qu'est la France. Et c'est le même c'est le même fonctionnement. Modus operandi. Modus operandi, c'est la même chose. Ouattara, pour se représenter, il a très bien dit que c'était l'appel du peuple qui lui a demandé. C'est ce que Paul Biya a fait. C'est la même mécanique, c'est le même truc, c'est le même message, c'est la même démarche. On fait sauter le verrou constitutionnel, on bloque, on égorge le cours de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est le même schéma. Et le but, c'est pour nous paupériser. C'est ça la volonté, le but. En fait, c'est ça la finalité. Donc, vous devez donc comprendre que, à cela, Ouattara nous permet aujourd'hui de mutualiser nos forces. Il a créé l'envie aux Africains de comprendre que le mal est profond, que c'est la France, finalement, qui décide de l'orientation politique dans nos États.
Donc, nous allons nous mobiliser en tant qu'Africains et je salue les initiatives qui sont lancées par rapport à ça. Mais je crois que tous les corps politiques, tous les bords politiques, on va s'entendre pour une véritable organisation sur Paris pour dire nous avons marre. Et pour le cas du Cameroun, tenez-vous tranquille, les choses avancent. Nous, on n'a plus besoin de prétexte. Parce que pour le prétexte, là, ils ne vont pas nous donner. Mais bientôt, vous allez seulement attendre. On va sortir. On va sortir et revendiquer ce qui est juste pour nous. Et ça va barder. Parce que les gens attendent que ça arrive. Je n'entre plus trop dans les détails. Bonne soirée. Portez-vous bien. Hein. On continue le combat.